Bienvenue sur Good Visa, le podcast Voyage. Aujourd'hui, partez à l'aventure avec Hélaïs. Elle a voyagé jusqu'au Japon depuis la France sur les routes mythiques de la soie, seule, à vélo. Une vingtaine de pays et environ 15 000 km. Elle va vous raconter sa traversée de l'Europe et de l'Asie centrale, ainsi que son retour en transsibérien. Véritable voyage intérieur, cet épisode est une invitation à dépasser ses peurs et à se reconnecter à l'essentiel. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Laïs. Bonjour. Comment tu te sens aujourd'hui? Bah bien, en forme, et je sors du sport en forme. Parfait. Écoute, je vais te proposer de te présenter avec tes propres mots, comme tu le souhaites, et peut-être terminer en nous disant comment ton entourage te décrirait. Oula, je m'appelle Hélaïs et du coup, on se rend compte parce que je voyage à vélo et que je suis rentrée en janvier, enfin en décembre dernier d'un voyage de la France jusqu'au Japon qui m'a pris 14 mois pour arriver à Tokyo et 1 mois pour rentrer. Voilà, et sinon aujourd'hui, j'ai posé mes valises à Toulouse. Et comment te décrirait ton entourage? C'est une bonne question. Euh, Je saurais pas trop dire. Je dirais que, en tout cas, mon entourage, ça les a surpris quand j'ai commencé à faire du vélo. J'ai un ami qui m'a dit, ah, si j'avais dû parier sur quelqu'un pour partir au Japon à vélo, j'aurais pas parié sur toi. Donc voilà. Mais je suppose plutôt quelqu'un de calme et ouais, calme. Écoute, merci et désolée pour les auditeurs et auditrices. J'espère que ça va pas trop s'entendre ma petite voix post-rhume. On est en pleine saison, on assume. Donc je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce que j'ai déjà reçu quelques aventuriers qui sont partis à vélo, traverser le monde et là d'avoir enfin une femme qui a osé partir. Je suis vraiment super contente que tu puisses partager ton aventure avec les auditeurs et auditrices. Du coup, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer, parce que ton projet s'est appelé une route à soi, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient ce terme avec les jeux de mots et ainsi de suite? Oui, c'est un nom dont je suis très fière, qui est issu d'une longue soirée de brainstorming avec mes copains et copines. Et c'était l'idée bon, des routes de la soie parce que je suis allée jusqu'au Japon en passant notamment par l'Asie centrale et par en fait l'itinéraire, enfin un des itinéraires des anciennes routes de la soie et en partie des nouvelles d'ailleurs. Et le jeu de mots, c'est une route à soi au sens aussi un cheminement personnel. Je pense parce que quand je suis partie, je me posais pas mal de questions sur le sens de la vie. Et du coup, c'était aussi une envie de tester des choses, de tester la vie nomade et de voir si ça m'apportait des réponses. Et c'est vrai que ça me paraît un peu étrange d'en parler maintenant parce que ça fait 9 mois que le voyage est fini, qu'il est un peu digéré sur plein de choses, que ça me semble assez loin et que sur ça, que probablement que j'aurais pas forcément, enfin, j'imagine là tout le long de l'entretien, il y a des choses que je vais sûrement dire très différemment que j'ai pu, que la façon dont j'ai pu les exprimer pendant le voyage ou avant le voyage, enfin. Donc voilà, mais c'était cette double idée, à la fois cet itinéraire extérieur, pratique de déplacement, et puis le voyage intérieur. Et aussi, il me semble que tu avais envie de promouvoir un petit peu l'aventure au féminin aussi, le fait que on manque un petit peu de nos jours de figures féminines dans voilà tous ces aventuriers, aventurières, tout ce qu'on voit passer, que ça soit sur les réseaux, dans l'actualité. Il me semble que tu voulais porter ça aussi. Ouais, tout à fait. Alors dans mon envie de partir, elle est pas singulière parce que je suis une femme. J'avais envie de partir comme des jeunes hommes et des jeunes femmes ont envie de partir à l'aventure. Et je pense que sur ça, c'est important aussi de le dire. Il y a rien de très singulier. C'est vraiment le même élan qui est assez unisexe au final. Par contre, sur l'envie de partager le voyage, de un peu communiquer dessus, ça, c'était un peu différent. Moi, avant le voyage, j'ai pas mal, je suis une consommatrice de littérature de voyage et j'ai pu lire quelques livres dont je citerai pas les auteurs, d'écrivains qui voyagent en partie enfin, à vélo ou autre. Et parfois, la représentation des femmes dans leurs récits
me dérangeait profondément. Et parfois aussi, cette espèce de... Je trouve que dans le récit masculin, c'est pas toujours le cas, mais il y a une partie très virile, je suis un grand aventurier très, très, très fort, je fais des choses très, très, très dures. Et moi, j'avais envie à la fois de participer à promouvoir des représentations. Plus on a de représentations, plus ça nous semble simple et plus on y va. Et c'est vrai qu'il y en a plein, il y a plein de femmes qui voyagent, que ce soit en couple, parce que souvent on les oublie comme si elles n'existaient pas, ou seules, que ce soit à vélo ou à pied ou de plein de façons, à moto. Enfin, moi, j'en ai croisé plein. Mais on les voit aussi sur les réseaux, mais parfois un peu moins. Et je pense qu'on les voit de plus en plus et qu'il y a 3 ans, quand j'ai commencé à penser le voyage, c'était pas encore si important. Et du coup, voilà, j'avais un peu envie de prendre ma part et d'arrêter de râler sur mon canapé sur le fait qu'il n'y avait pas assez de discours. Et je me suis dit, et c'était un beau challenge aussi performatif de se dire, bah, en fait, j'ai une voix et je suis pas moins légitime que bah, en fait, qu'un mec qui va faire exactement la même chose que moi et qui va se sentir hyper légitime à en parler, rien que pour moi, en fait, annoncer au début que je voulais aller au Japon, enfin, en Chine, au début, j'ai annoncé, et me sentir, j'avais aucun doute sur le fait que je le ferais. Par contre, ça me semblait incroyablement prétentieux de le dire. Et ça, c'est des petites barrières mentales, je pense, qui sont assez genrées. Et du coup, il y avait une vraie volonté de moi me challenger, de dépasser ces barrières-là. Et dans une autre interview, tu citais même un livre qui s'appelle Les femmes aussi sont du voyage de Lucie Azéma aux éditions Flammarion. Et ça, je l'ai direct mis sur ma liste de lecture et je le partagerai aussi à l'audience. Donc peut-être que tu pourrais nous expliquer aussi la place du voyage dans ta vie avant parce que t'en étais pas à ta première aventure à vélo. Oui, alors, je dirais pas que j'ai jamais eu des grandes envies de voyage. Moi, j'ai grandi sur une île et en fait, je me suis jamais. Enfin, je pense que j'étais assez insulaire au sens où ça m'allait de rester sur mon bout de caillou et je me sentais pas à l'étroit et je suis partie pour mes études à 18 ans et presque au début, le fait de me retrouver sur un continent très grand, c'était un peu impressionnant. Et du coup, j'ai voyagé un petit peu pendant mes études. J'ai eu l'occasion de faire des stages à l'étranger, des semestres universitaires à l'étranger. Et le vélo, c'est arrivé assez tard. C'est arrivé quand j'ai commencé à travailler. Et à ce moment-là, j'avais pas du tout des envies de voyage. Et je suis partie à vélo pas longtemps, genre 4-5 jours. Et j'ai débloqué une addiction assez immédiate et importante. Et donc oui, avant ce voyage à vélo, j'avais voyagé autour de la France et un peu sur les pays transfrontaliers, enfin frontaliers de la France. Et j'étais aussi partie aux États-Unis et j'avais pédalé de Vancouver à Los Angeles en groupant avec un petit voyage en stop avec une copine et ce genre de choses. Oui, parce que quand tu en parles, peut-être que je précise à l'audience, elle nous dit oui, un petit tour de la France, c'était quand même plus de 5000 kilomètres, il me semble. Oui, Comme ça, easy. Et pour Vancouver-Los Angeles, j'avais noté 3200 kilomètres en 38 jours. Là aussi, easy. oui, oui, bah, j'avais un peu pédalé, mais je me sens toujours pas vraiment cycliste. Là, en ce moment, je suis en train de me mettre au vélo, au sens où j'essaye de progresser en vélo et j'ai vraiment l'impression de commencer à faire du vélo et que j'en ai jamais vraiment fait. Enfin, c'est toute une découverte pour moi, mais voilà. Donc là, si on reprend un petit peu sur le début de ton aventure, donc tu es parti en octobre 2023, tu avais à peu près 25 kilos de matériel sur ton vélo, il me semble, de quoi bivouaquer. Et donc tu es parti du sud de la France, direction l'Italie, où tu es resté 32 jours. Et là, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, même si c'était il y a un petit moment, si tu as encore les ressentis que tu avais sur voilà, ces premiers jours, ces premières semaines où là tu découvres l'Italie, les Dolomites, tu vas faire l'expérience de l'accueil dans certaines familles. Comment ça se passe, voilà, ces premières semaines? Alors, avant d'arriver en Italie, j'ai passé 15 jours en France, qui, eux, étaient un peu étranges parce que ma première étape, je partais d'où j'habitais à chez mes parents. C'est un trajet que je faisais assez régulièrement à vélo, donc pas de nouveautés. Et au final, en France, j'ai des copines qui sont venues me rejoindre. J'ai dormi dans la famille. Donc pendant 15 jours, j'ai un copain qui est venu pédaler un petit peu avec moi. Et donc au final, j'ai eu l'impression de pas vraiment partir et c'était émotionnellement un peu difficile. J'avais envie
de me détacher. Et en même temps, ben, tu profites de tes proches un peu une dernière fois, donc c'est aussi chouette. Donc quand je suis arrivée en Italie, c'était quand même un peu un soulagement. J'ai l'impression que le voyage commençait, que ça y est, j'étais partie. Alors qu'en France, j'ai l'impression de ne pas être vraiment partie et c'était pas lié au fait d'être en France, c'était lié au fait d'être encore en connexion avec plein de gens. Et en Italie, mais c'était le kiff. J'ai vraiment le souvenir de... il pleuvait tout le temps. C'était le déluge. C'était le déluge dans le nord de l'Italie. Donc j'étais trempée en permanence. Il commençait à faire froid, j'étais trempée, je bivouaquais. Enfin, donc en soi, dit comme ça, c'est hyper inconfortable. Et en fait, j'étais hyper heureuse d'être là. Et je me souviens que je souriais tout le temps. Il pleuvait, j'étais le sourire sur le vélo. Il n'y avait rien qui m'atteignait. Genre, j'ai plus de frein parce que j'ai fait les descentes dans les Dolomites et qu'il pleuvait. C'est pas grave. Je dois changer les freins sous la pluie. C'est pas grave. Je suis trop contente d'être là. Et ouais, ça a été très fort. Je pense que c'est une énergie que j'ai pas retrouvée après à ce point et en fait qui est trop belle parce que là je me sentais mais tellement heureuse de partir et tellement enfin je me sentais tellement chanceuse d'être là. Ouais, j'espère revivre des moments à vélo comme ça quoi. Bah parfait, et je le vois même dans ton regard, ça pétille encore, rien que le fait que tu évoques cette partie-là du voyage. Et il me semble aussi que en Italie, c'est là que tu vas rencontrer Edgar, un garçon que tu vas retrouver à plusieurs moments sur ton aventure. Je trouve que c'est quand même une histoire assez fantastique. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu? Bah oui, Edgar, c'est quelqu'un avec qui je vais voyager au final jusqu'en Chine, mais pas de manière continue, de manière on va se retrouver à plein de moments, comme tu l'as expliqué, et on se rencontre un peu par hasard. En fait, je le croise un jour alors que je pédale et qu'il pleut encore, mais je note comme toujours, en gros, un cycliste avec des sacoches, enfin, on se repère. Et le lendemain ou le surlendemain, il pleut énormément. Et là, il y avait quelqu'un, un cycliste qui m'avait écrit sur Facebook, je crois, pour me dire qu'il habitait un cycliste italien et que si j'avais besoin, il pouvait m'héberger. Et vraiment, là, c'était le déluge, je ne voyais plus rien. Et donc, j'arrive chez lui. Et là, il y avait Edgar qui, lui, avait capté que la météo allait être horrible et donc avait anticipé d'être à un endroit au sec pour la journée dans le dur. Et du coup, voilà, on s'est rencontrés à cette occasion-là. Et puis, on a pédalé 2 jours ensemble pour rejoindre Vérone. Et après, moi, j'avais envie de partir dans les Dolomites et tout. Et on avait convenu de se retrouver après Venise pour essayer de faire un petit bout ensemble. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à pédaler par moments et un peu comme ça, à plein de moments, on s'est parfois recroisés par hasard, parfois en planifiant de se retrouver comme ça jusqu'à la Chine. Et ça, c'est assez incroyable parce que j'ai l'impression que t'es pas la première qui me raconte ça. Voilà, comme tu disais, on se repère, ou c'est horrible, j'ai l'expression de Chiesi, tous les chemins mènent à Rome qui me vient en tête, mais où ça arrive énormément ce genre de rencontre où vous allez faire des bouts de chemin ensemble avec divers groupes de cyclistes. Enfin, t'en as rencontré énormément sur tout le long de ton parcours. Oui, ben, il y a des zones où on en rencontre plus que d'autres, des saisons aussi, on en rencontre plus que d'autres. Mais c'est vrai, il y a des endroits, par exemple, la Pamir Highway dont je parlais au Tadjikistan, c'est vraiment un nœud de cyclistes, il y en a énormément. Donc enfin là, c'est plus si tu veux les éviter, c'est difficile. Il y a des endroits où moi j'ai quasiment croisé personne et des endroits où j'ai croisé du monde. Et c'est vrai qu'après, maintenant aussi avec les réseaux sociaux, il y a ce truc où bah, tu finis par des gens que tu croises pas forcément, que tu vas croiser, mais aussi être en contact, tu sais qu'ils sont là. Enfin, et donc c'est assez marrant, il y a un petit côté de communauté. C'est un peu ce maillage d'interconnexion. Au final, tout le monde se connaît un petit peu. Enfin, j'avais déjà un peu vécu ça aux États-Unis quand j'avais pédalé. C'est un peu un sens d'une communauté qui existe dans un espace-temps. Enfin, donc c'est assez marrant, ouais. Et ça fait du bien parfois parce que des fois, Moi, j'aime beaucoup pédaler seule et j'aime beaucoup être seule sur la route. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Mais sur un si long voyage, avec parfois des endroits avec autant où on est loin pendant longtemps et qu'il y a autant de différences culturelles, c'est des fois cool de retrouver un sentiment familier, de la façon de blaguer ensemble, de partager
une bière. Enfin, il y a ce truc qui fait un peu du bien, qui donne la sensation d'être à la maison. Et moi, je sais que ça m'a fait du bien, en tout cas, pendant le voyage. Et donc là, si on reprend un petit peu le parcours, parce que j'aimerais qu'on parle de tous les pays que tu as traversés. J'avais des anecdotes pour tous les pays, mais comme j'avais déjà dit à Gus Trotter avec qui j'ai fait un épisode, il va falloir faire des coupures, sinon en fait on ferait une saison, je pense, sur tous ces voyages-là. Peut-être enchaîner un petit peu avec... donc là tu as fait la Slovénie, après l'Italie. C'était un passage assez express et tu as beaucoup aimé, tu as eu envie enfin, tu as envie d'y revenir. Il y a eu la Croatie. Tu peux peut-être nous en toucher deux, trois mots parce qu'il me semble que tu as été assez surprise par les contrastes en fait entre ruralité et prospérité. Ouais, ben, en fait, moi, mon expérience croate, elle était un peu particulière. Non, mais c'était très drôle parce que je suis passée dans la Croatie intérieure, il faisait méga froid, il y avait de la neige, et c'est quand même très rural, assez pauvre. Je pense que je suis pas passée par des coins qui sont, bon, en tout cas en hiver, c'est sûr, ils sont pas dans l'industrie touristique. Je pense pas en été non plus. Enfin, c'était assez rustique. Et c'est vrai qu'après, il y a eu un double changement. Je suis arrivée sur la côte où là, tu as des villes qui sont très touristiques, qui sont très bien rénovées, qui sont très belles. Et en plus, en retournant sur la côte, j'ai eu l'impression d'un été qui revenait, enfin, avec un contraste de chaleur entre -10 dans les terres et me baigner dans l'Adriatique sans problème, alors que je viens quand même de la Caraïbe. Et du coup, j'ai des standards plutôt, plutôt hauts sur cette question. Et ouais, c'est vrai que c'était assez étonnant ça. Et enfin, ouais, typiquement une ville comme Dubrovnik, il y a de l'argent, enfin ça se voit, c'est très prospère et c'est vrai que l'intérieur des terres, ouais, c'était bien rustique par moment. Et comme dans tous les Balkans, il y a quelque chose qui marque, c'est le nombre de maisons abandonnées. Donc soit des chantiers arrêtés en Croatie beaucoup, après dans d'autres pays comme la Bosnie, des maisons détruites par la guerre ou plus ou moins abîmées par la guerre civile. Mais c'est vrai que c'est bon, en tant que cycliste, on le note d'autant plus parce que ces maisons abandonnées, c'est nos abris pour les nuits d'hiver. Donc on est particulièrement sensible à les repérer, mais donc peut-être qu'on les voit plus que d'autres types de voyageurs, mais il y en a beaucoup. Ok, bah tu vois, j'adore ce genre d'anecdotes parce que c'est le genre de choses, je trouve qu'on voit pas forcément dans les livres touristiques, on va dire. Et sur ta partie en Croatie, tu avais posté sur ton compte Instagram une citation, j'ai envie de dire, si tu veux bien que je la lise, et je serais curieuse de savoir si du coup tu as toujours cette vision-là, parce que tu sais, tu nous disais au début que tu as senti quelques changements. Tu disais que le vélo est une formidable leçon au stoïcisme. Au fil des coups de pédale, on apprend à prendre les journées comme elles viennent. Bien sûr, on peut choisir de s'arrêter et de laisser passer le mauvais temps. Mais si on choisit de braver la tempête, autant le faire avec le sourire. Et tu expliquais en fait que ça t'a rappelé que le bonheur tenait à peu de choses et que tu voyageais à vélo pour réapprendre l'émerveillement qu'on a perdu en fait sur des choses simples. Ouais, bah, je pense que je suis toujours assez d'accord. Enfin, en gros, depuis que je suis rentrée, j'ai pas fait de vélo pendant quasiment 7 mois du tout. Et quand je suis remontée sur mon vélo, bah, en fait, je me suis rappelé que ça me rendait quand même assez heureuse. Aussi, il y a plein d'autres choses qui me rendent heureuse. J'aime bien aller en nature de plein de façons différentes, en marchant, en faisant du canoë-kayak. Et probablement, si je teste d'autres façons stupides d'aller dehors, je vais adorer. Mais le vélo, il y a quand même un petit truc qui me rend bien heureuse. Et oui, je trouve que enfin, ça reconnecte vraiment avec ses besoins essentiels. Enfin, t'apprécies beaucoup mieux un petit café chauffé où il y a le poêle qui tourne quand t'as été dehors toute la nuit et qu'il faisait -10. Et encore maintenant, ça m'arrive assez souvent en habitant à Toulouse d'aller dans les Pyrénées, faire une petite boucle pendant 2 jours. Et il y a vraiment mais, des moments où je me dis, mais c'est ça la vie, c'est pas beaucoup plus compliqué. Enfin, quand tu fais réchauffer ton petit aligot lyophilisé, là, que tu as une jolie vue et que ben, c'est tout, enfin, au final. Et ben, moi, je trouve ça toujours assez parfait. Et je suis par contre assez d'accord sur le fait qu'à la fois, quand on l'expérimente aussi profondément, on le garde avec soi après. Et en même temps, on peut l'oublier aussi assez vite. On se réhabitue à un certain nombre de conforts.
Euh, c'est quelque chose d'assez précieux, je trouve, de le réactiver suffisamment souvent parce que je pense que c'est pas... En avoir conscience, c'est plutôt bien dans la vie. Et en parlant de confort, peut-être que je peux me permettre la parenthèse que tu nous expliques. Tu as quand même dormi sur le long de ce voyage dans des endroits extrêmement insolites où tu as quand même pas mal d'anecdotes. Où, donc là, tu nous expliquais que la Croatie, voilà, dans des maisons abandonnées. Et j'ai quelques idées en tête, mais toi, c'est quoi les premiers qui te viennent en tête sur les endroits insolites où tu as pu dormir? Alors, c'est pas le plus insolite, mais c'est vraiment quelque chose où il y a 10 ans, peut-être, si on m'avait dit que je serais aussi à l'aise de dormir sur des bancs publics aussi souvent, j'y aurais pas cru. Et maintenant, c'est vraiment, ça me semble très normal et j'y dors super bien. J'ai dormi dans des camions, sur des plateformes de camions ou dans comment, conteneurs, quoi, des camions, dans une mosquée, ce qui est mosquée, église, lieu de culte, c'est pas foncièrement original, mais oui. Sur la terrasse d'un restaurant, enfin, parce que ma tante avait cassé, que j'ai toqué à la porte du restaurant, est-ce que je peux dormir sur votre terrasse ce soir? Et ils m'ont dit oui. Ouais, dans ma tente, hein, parfois, la belle étoile aussi un petit peu, pas tant, mais un petit peu. Mais en soi, bah, après, dans le train, au retour, dans le train, le ferry. Mais c'est très pratique. Maintenant, je dors bien. Mais des fois, je me rends pas compte. La dernière fois, j'étais avec ma sœur et on était sur un genre de festival, mais j'étais invitée. Bon, j'arrive et la tente qui nous passe est cassée parce que c'est les tentes de... Et bon, il était déjà tard et puis j'étais en mode, bon, ok, problème pour le lendemain. Et il y avait juste une petite terrasse à moitié couverte et je leur dis, bon, vous inquiétez pas, on en reparle demain, on va dormir sur la terrasse. Mais je dis ça très naturellement et j'ai oublié que j'étais pas toute seule. Et, et du coup, que j'avais quelqu'un qui n'avait pas eu la formation 14 mois dormir dehors. Donc voilà, c'est... Oui, c'est vrai que là maintenant tu es prête à dormir partout et tu disais même, je crois, dans tes vidéos sur Instagram que c'était devenu un luxe pour toi et tu te rendais compte de la chance que tu avais de pouvoir vraiment dormir n'importe où. Ouais, en vrai, c'est très, très pratique dans la vie, hein, quand même. Et c'est marrant parce que autant j'ai toujours eu un bon sommeil, une bonne qualité de sommeil, mais par contre, j'ai longtemps été une flippette de la nuit. J'ai beaucoup fait de cauchemars dans mes premières années étudiantes quand je vivais seule dans mon premier studio, je dormais la lumière allumée. Et enfin, genre, je pense jusqu'à 25 ans, ça m'est arrivé de dormir à la lumière allumée parce que je faisais des cauchemars. Et du coup, je trouve ça un petit peu drôle et en même temps, je trouve ça bien de le dire aussi il y a des gens, enfin, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont peur, ça veut dire qu'ils peuvent pas le faire. Moi, je crois pas du tout. Je crois qu'on a tous peur de plein de choses différentes et tout. Et que au contraire, en tout cas, c'est pas un obstacle. Tout le monde peut dépasser ses peurs et après, il faut le faire dans le respect de soi. Enfin, je suis pas non plus pour dire qu'il faut tout le temps se dépasser, devenir une version meilleure de soi-même. Il faut y prendre du plaisir. Mais en tout cas, s'il y a l'envie d'aller dehors, de partir à l'aventure et que, par exemple, la nuit, c'est le seul point bloquant, bah, en fait, je pense qu'il faut quand même le faire et qu'on s'y habitue. Et pas que j'ai envie de faire peur justement aux gens qui auraient envie de se lancer dans voilà, du bivouac comme ça lors d'une aventure, mais il me semble que justement toi t'as pas eu de problème à part juste une fois quelqu'un qui a rôdé un petit peu autour de ta tente et au final ne t'a pas embêté, c'est ça? C'est ça, ça fait quand même pas mal d'années que je dors dehors. Enfin, je sais pas, je saurais pas compter, mais je dirais que j'ai peut-être passé plus de 600 nuits dans ma vie dehors. Mais jamais rien arrivé. Enfin, et bon, après, ça m'est arrivé de changer mon spot de bivouac très en amont, en fait, d'une situation potentiellement, enfin, quand je le sentais pas, mais même ça, c'est assez ponctuel. Bon, en vrai, après, moi, je veux pas, déjà, je veux pas minimiser ou avoir des discours qui puissent heurter des personnes à qui il est arrivé des choses, parce que c'est toujours terrible et que bah, c'est la faute à pas de chance et ça arrive, ça peut arriver. Mais en soi, moi, je reste vraiment profondément persuadée que la vie urbaine est plus dangereuse que partir à l'aventure comme ça, déjà. Et qu'aussi, et c'est quelque chose que je dis souvent parce que non, quand je présente mon film ou quoi, on me pose souvent la question
du fait d'être en danger en tant que femme. Et en fait, toutes les statistiques montrent que c'est une construction sociale de dire que c'est l'extérieur qui est dangereux pour les femmes quand on sait que c'est l'espace domestique qui l'est, que la majorité des violences auxquelles les femmes sont confrontées se passent dans la sphère de l'intime, que ce soit avec leur partenaire, leur famille, leurs proches. Et je trouve ça aussi important de le rappeler, c'est qu'on nous a appris à avoir très peur de sortir de chez nous. Et c'est contre-intuitif, en fait. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'il peut rien se passer dehors, mais ça veut dire qu'on ne nous apprend pas à avoir peur d'être dedans, alors qu'en réalité, c'est l'espace privilégié des violences. Et du coup, pour moi, il y a un peu un truc politique de dire, mais en fait, moi, le seul truc un peu chelou qui m'est arrivé du voyage, c'est un mec qui s'est branlé, pardon du terme, dans le bus retour en France, dans un Flixbus, ce qui est un truc, prendre le Flixbus que tout le monde fait. Enfin, donc, il y a un peu... enfin, voilà. Moi, je défends qu'il ne faut pas avoir peur. Ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi, mais bon, moi, j'aurais plus peur de rentrer à 3 heures du mat à Paris que d'aller au Japon à vélo. Donc ensuite, tu as continué avec la Bosnie-Herzégovine, où tu expliques que c'était voilà, quand même malgré tout un triste témoignage de la guerre civile, et en même temps, il y avait ce côté ville bouillonnante. Tu es passé par le Monténégro et l'Albanie. J'aimerais bien que tu nous en touches quelques mots, parce qu'il me semble que tu as pu beaucoup échanger avec les femmes, justement, dans les rues. Ou des fois tu rentrais dans des bars seul, tu te retrouvais dans des situations assez drôle et tu sentais que voilà les gens en fait en te voyant en tant que femme seule justement mais ce qu'on disait juste avant ils s'inquiétaient peut-être pour toi et du coup ils t'invitaient avec une certaine douceur, enfin j'aimerais bien que tu nous parles de toute cette vision là en Albanie. Du coup, l'Albanie, c'est un pays où j'ai voyagé assez peu de temps au final. Et j'y suis passée 2 fois. Une première fois où j'étais accompagnée d'Edgar, dont on parlait au début. Et une deuxième fois où j'étais toute seule. Donc j'ai pu un peu voir le contraste. Et au final, j'ai trouvé ça plus confortable de voyager toute seule en Albanie qu'avec Edgar. Parce que quand il était là, c'est quand même un pays un peu particulier. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une énergie un petit peu particulière quand même. Et en fait, la présence d'un homme, et Edgar est assez grand, enfin, je sais pas, il doit faire 1,95 m ou quoi. Donc il y avait ce rapport très viril qui lui était imposé, et du coup, qui m'était un peu imposé en accompagnant. Donc ce truc, il y a beaucoup d'alcool qui est servi au café. Et en fait, moi, c'est très facile de dire que je ne veux pas boire, mais par exemple, lui, s'il buvait pas, c'était être fragile. Et donc, ça induisait, on voyait que du coup, les hommes se mettaient dans une posture un petit peu de... Il y avait ce rapport de coq, je sais pas, un truc un peu particulier, qui est quelque chose, je pense, que certains voyageurs hommes doivent subir et en fait, il n'y a pas trop le choix que de rentrer dans ce jeu de confrontation virile qui se fait sur un terme très cordial, hein, mais de montrer qu'en fait, tu es un homme solide et si tu le montres, on te laisse tranquille et sinon, potentiellement, ça je sais pas, mais ça tourne pas forcément très bien. Et en tout cas, moi, quand je me suis retrouvée toute seule en Albanie au milieu de l'hiver, à un moment où j'étais un peu fatiguée quand même du voyage, j'avais donc un peu cette appréhension quand même de l'Albanie, voilà. Et parce qu'on part avec ses représentations, même si on peut essayer de les déconstruire, on part quand même avec ses représentations. Et en fait, j'ai été extrêmement bien accueillie et aidée tout le long. Alors, il faut dire que c'était un froid polaire, que j'étais un peu là comme une âme perdue au milieu de la montagne albanaise. Mais j'ai été accueillie dans une famille où j'ai passé la soirée avec eux au bord du feu, alors qu'on ne se comprenait pas, ils ne savaient pas lire. Donc, avec Google Trad, ça ne marchait pas très bien. Après, j'ai voulu faire du stop pour aller vite et on m'a aidé à faire du stop. Et il y avait dans toutes ces interactions, dans tout ce moment, en fait, où c'est un espèce de grand flou où je me suis laissée porter, en fait, vraiment. Et en Albanie, il y a quand même pas mal de femmes dans l'espace public, ce qui n'est pas le cas de certains pays. Et c'était dingue. J'ai vraiment un souvenir assez fort d'un minibus où, du coup, un gars s'arrête parce que j'étais en train d'essayer de faire du stop avec mon vélo. Lui, il pouvait pas me prendre en stop, il n'avait pas la place dans la voiture. Mais du coup, arrête un minibus, paye le minibus, force le minibus à me prendre avec le vélo. Du coup, il y a plusieurs personnes qui doivent se lever dans le bus pour laisser la place pour le vélo. Moi, j'arrive, on se lève pour que j'ai une place assise, alors qu'il y a déjà plein de personnes qui sont levées pour mon vélo. Donc déjà, ça, c'est un peu incroyable, enfin, quand on réfléchit avec nos standards à nous. Et vraiment, les femmes, quand elles sont sorties, elles me caressaient la joue, me caressaient les cheveux. Il y avait vraiment cette grande douceur. Et quand je suis sortie du bus,
tout le monde s'est préoccupé de savoir si je savais où j'allais, quel autre bus. Enfin, et ça a été ça jusqu'à ce que je sorte d'Albanie, où par contre, à la frontière entre l'Albanie et la Grèce, les douaniers m'ont engueulé d'être là toute seule en me disant que c'était pas possible. Ils m'ont engueulé des deux côtés, du côté albanais, du côté grec, en disant que c'était complètement, enfin, que je devrais pas être là seule. Mais oui, il y avait ce rapport, mais qui a été le cas dans plein de moments du voyage, un rapport avec les femmes, je trouvais d'une grande douceur. Et moi qui m'a fait beaucoup de bien aussi, ça, à plein de moments. Je suis pas très tactile et il y a des cultures où, en fait, enfin, le pourtour méditerranéen et d'autres endroits où il y a ce truc très maternant, en fait, ouais, qui est agréable par moments quand t'es loin depuis longtemps, que t'es fatigué et qui est assez beau, ouais. Ben, merci de nous le partager et là aussi je ressens ton émotion, donc merci pour ce partage. Donc Albanie, ensuite comme tu le disais, la Grèce où là tu vas voir des paysages magnifiques, tu vas faire une pause dans les Cyclades, tu vas voir les météores en Grèce, et ensuite la Turquie où là tu vas y passer il me semble à peu près 2 mois, et je m'étais noté que tu en as retenu générosité et gentillesse pour ces 2 mois en Turquie. Je crois même que j'ai passé 2 mois et demi. Et oui, ben, c'est assez je pense que je suis pas la seule voyageuse ou voyageur à vélo qui le dit. Il y a une forme d'accueil qui est vraiment dingue. Et, euh, et moi, je me suis sentie mais vraiment extrêmement bien en Turquie. C'est euh, ouais, enfin vraiment cet accueil, il est permanent, il est très agréable. Et, euh, Et c'est assez, ouais, c'est un pays, moi, j'aimerais beaucoup y retourner. Quand je suis à la fin des 2 mois et demi, il y a toujours l'envie d'aller, bah, de poursuivre, de découvrir quelque chose de nouveau, mais en même temps, j'ai quitté un peu la Turquie avec un peu de nostalgie quand même. Et là, pareil, sur les moments où j'ai pédalé avec d'autres personnes ou seule, pour le coup, c'est un endroit où l'espace extérieur est quand même uniquement masculin, enfin, à part dans les grandes villes comme Istanbul, mais la Turquie rurale, les femmes sont quand même plutôt dans l'espace domestique, en tout cas de ce que j'en ai vu. Mais moi, il y a eu plein de moments où j'ai interagi qu'avec des hommes, que ce soit dans les mosquées, quand je restais dormir ou quoi, et j'ai jamais eu de problème. Mais je sais que c'est bon, ça peut être un pays compliqué. J'ai entendu des témoignages de cyclo-voyageuses qui ont trouvé que c'était un pays compliqué, parfois. Mais en tout cas, toi, ça a été un de tes coups de cœur de ce Oui, voyage. clairement. Et après, donc là, tu es à peu près à 6 000 km sur la route, ça fait déjà 150 jours que tu voyages, tu as déjà traversé 12 pays. Là, on est rendu en juin 2024 et ça y est, tu réalises que ce voyage, en fait, maintenant, c'est ta nouvelle routine. Oui, c'est vrai qu'à un moment, ta vie d'avant, elle n'existe plus vraiment, ce qui est aussi le coût à payer d'un aussi long voyage. Et parfois, ce coût, il est un peu dur, c'est un peu dur de le payer. Mais ouais, enfin, tout est devenu, enfin, tu sais exactement, ça, tu le sais assez vite déjà au bout d'un mois, mais où sont chaque objet dans tes sacoches, tu as vraiment des habitudes que tu renouvelles à chaque pays parce qu'il y a des petites choses que tu ajustes. Et ça, moi, j'ai trouvé ça assez génial. Et puis, tu commences en fait à aussi cette communauté que je disais à avoir, tu vois, des gens qui sont sur la route, tu sais qu'ils sont sur la route. Enfin, ouais, ça c'est cool, c'était cool. Et ça, c'est intéressant que tu le mentionnes, j'avais prévu de te poser la question. Tu expliques aussi un moment que bah, tu sens que la vie, elle continue sans toi en France, que bah, je crois que c'est ton neveu qui grandit loin de toi, tu reçois les photos, ou par exemple quand c'est Noël, tu vas ressentir un petit peu de solitude quand c'est les grandes fêtes. Et donc voilà, tu sens que... Comment je pourrais dire ça? Et j'ai l'impression en fait que voilà, t'es partagé entre voilà, parfois ces moments tristes où tu sens que la vie continue, comme je viens de le dire, et en même temps tu es conforté dans ton choix parce que tu sais que t'as pris la bonne décision et même s'il y a des moments difficiles, en fait tu sais que tu es au bon endroit. Oui, moi dans ce voyage, j'ai jamais douté. Enfin, à aucun moment je me suis dit bah, peut-être que je vais rentrer plus tôt ou peut-être que c'était une connerie de partir. Enfin, j'ai jamais eu. Il y a eu des moments où des moments moins drôles que d'autres, mais jamais de moments où je me suis dit j'ai envie de rentrer. Mais par contre, ça n'empêche pas, en fait, ça n'empêche pas d'être très sûr de soi et d'être très content de son choix, et en même temps du fait que il y a des aspects négatifs,
et moi, être loin de mes proches, c'était pas toujours facile. Du coup, il y a des âges, donc mon neveu, ça m'a beaucoup marqué avec aussi ma grand-mère, parce que c'est des âges où, ben, malgré tout, les choses changent vite. Et c'est alors qu'à côté, je sais pas, moi, mes parents, il y a un côté plus constant. J'étais assez rassurée sur le fait qu'ils seraient là à mon retour. Et a priori, bon, pire, ils prennent 2 cheveux blancs de plus, quoi. Ça n'allait pas changer structurellement. Alors que, ben, 1 an et demi sur un petit qui a 2 ans, quand on part, ben, c'est pas rien, quoi. Donc ouais, ça m'a quand même, ça a été, c'est vrai aussi pour les potes en fait, ça demande beaucoup de confiance en soi, je trouve aussi, de se dire que ben les gens ils seront là quand tu vas rentrer, que tu auras toute ta place. Moi j'étais contente quand même parce que j'ai pas trop eu de FOMO, mais ça demande de. En fait, je trouve que c'est ce qui est aussi beau. Moi, en tout cas, c'est un truc qui m'a fait du bien. Au final, c'est quelque chose qui m'angoissait pas mal, mais de me rendre compte que, bah, en fait, j'étais quand même assez sécurisée. Effectivement, je pouvais partir et j'avais un endroit où revenir avec des gens qui m'aimaient toujours. Et, enfin, et ça, c'est chouette, mais ça peut faire peur de se dire, ben, en fait, est-ce que mes amis sont toujours autant mes amis au bout d'1 an et demi? Enfin, je veux dire, des fois, partir, c'est faire le choix d'abandonner une relation amoureuse. Enfin, euh, ouais, ça a un coût, on en parle rarement assez, mais ça a un coût aussi affectif voilà, ben, il y a des gens, et puis moi je fais pas partie de ces gens qui sont partis en ayant un endroit géographique où revenir, un appart qui les attendait et tout, donc c'est quand même un truc un peu impressionnant des fois. Enfin, moi ça m'a beaucoup impressionné avant, sur l'idée du retour, d'avoir une feuille blanche un peu, et au final ça c'est ce que le retour a montré, c'est que c'est pas vraiment une feuille blanche en fait. Euh, et ça c'est cool. Et peut-être pour préciser, tu parlais du FOMO, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est FOMO, c'est Fear of Missing Out, la peur de louper quelque chose. Et je suis d'accord avec toi sur le côté de bah, parfois partir, peu importe si c'est 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ça permet parfois aussi de faire un certain tri quelque part. Donc merci en tout cas de nous avoir apporté ces précisions-là. Donc là, pareil, il faut malheureusement que j'enchaîne sur les pays, mais tu es passé par la Géorgie, autour des 7 000 kilomètres, un petit coup de blues, tu sens un petit peu la fin du voyage qui approche, mais tu continues, tu lâches rien. Tu vas atteindre l'Arménie, tu vas attendre un petit peu pour les histoires de passeport, de visa. Tu vas te retrouver à faire un road trip express en Russie dans un van pour justement faire face à ces petits soucis de frontières. Et c'est assez particulier, tu racontes ce passage en Russie parce que tu as l'impression d'être loin des considérations géopolitiques du moment. Et en même temps, sur certaines de tes vidéos, on aperçoit des panneaux assez militaires qui encouragent à rejoindre l'armée ou quelque chose comme ça. Enfin, ça avait l'air d'être une ambiance assez particulière. Oui, et en même temps, je pense aussi le fait de passer en van, tout d'un coup, quand on a l'habitude de la lenteur du vélo qui permet de s'imprégner assez fort des choses, le fait d'être en van, donc aussi dans une boîte de métal qui se sépare de l'extérieur, qui va plus vite, ça fait qu'on a un ressenti de l'endroit qui est assez différent. Mais oui, c'est un peu, enfin, il y a un peu ce truc de c'est en guerre et en même temps, en Tchétchénie, au Daghestan, c'était pas si tant la guerre à ce moment-là. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ressenti la guerre assez fort dans le transsibérien sur la fin de mon voyage qui est à ce moment-là. Mais il y a ce truc, moi, j'avais un peu peur avant de rentrer en Russie. C'est pas neutre non plus. Et là encore, c'est nos représentations, nos imaginaires qui sont pas que naïfs, hein. Il y a une réalité diplomatique qui existe. Mais oui, enfin, il y a ces panneaux et en même temps, bah, les gens, en plus c'est la zone que j'ai traversée à ce moment-là, c'est des régions russes qui sont musulmanes. Et du coup, c'est pas du tout l'imaginaire qu'on a de la Russie. C'est complètement différent. Il y a des mosquées. Culturellement, assez rapidement, on arrive en fait sur des peuples qui vont être assez proches des peuples d'Asie centrale. Donc, donc c'est un peu étrange. Enfin, en vrai, souvent quand on pense à la Russie, on pense à Moscou. Et là, c'est pas ce que tu vois. Et du coup, c'est aussi intéressant de voir que ben, la Russie, c'est quand même un immense pays assez complexe et que bah, il y a cette dimension-là. Après, la Tchétchénie, je faisais pas la maline, hein, comme c'est un peu space. Et pour le coup, ça matchait assez bien avec mes représentations. Mais C'est vrai?
Ouais, bah, le côté un peu, bah, déjà physiquement, enfin, sur les tenues, c'est un peu comme ça que je l'imaginais. Donc on était 3 personnes dans ce van, la conductrice qui était allemande, il y avait Edgar qui était là, qui lui est espagnol, et donc moi qui étais française. Donc c'était un peu drôle quand on arrivait à des endroits, les gens réagissaient, mais que ce soit sur les checkpoints militaires, sur la route, il y avait un peu ce truc de l'Europe arrive à nous. Et on avait l'impression d'être un peu dans l'auberge espagnole. Enfin, mais on a été assez bien accueillis. Mais quand même, en Tchétchénie, par exemple, je me rappelle à un moment où Edgar était en short et on lui a demandé de se rhabiller, de mettre un pantalon. C'est quand même des espaces on sent qu'il faut faire attention, de bien être dans les clous, quoi. Mais encore une fois, le rythme du van permet d'avoir des sensations très épisodiques, mais qui peuvent être très faussées parce que, comme peuvent l'être même les sensations à vélo, ça reste qu'un point de vue sur une situation, mais en van, c'est tellement rapide que c'est des petites pics d'intensité et, qu'on n'a pas trop le temps de complexifier notre vision, quoi. Bien sûr. Et après, donc, tu arrives en Asie centrale où là, tu expliques que c'est la rupture la plus brutale du voyage, où c'est vraiment un autre monde, tout est plus rustique parce que tu vas faire, enfin, tu vas faire, j'aime pas cette expression, mais tu vas passer par le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, Tadjikistan, et là, c'est voilà, un autre monde. Ouais, bah c'est vrai que des fois, en voyageant lentement, on progresse, enfin, ça change doucement et du coup, on n'a pas de rupture, contrairement à un voyageur qui, par exemple, prend l'avion et du coup se retrouve transporté dans un univers complètement différent assez rapidement. Mais le passage, en fait, quand tu bascules sur cette partie de la Russie et que tu arrives dans les steppes, donc déjà géographiquement, c'est le désert. T'as toutes les installations, du pétrole, de partout. Donc, visuellement, c'était très particulier. T'as des dromadaires, des chameaux. Enfin, donc ça change très fort avec l'Europe. Les toilettes, c'est des toilettes ouvertes, donc en rangée, avec des trous, enfin, vraiment juste un trou, quoi, dans la terre. Donc, c'est pareil. Enfin, il y a plus d'eau courante nulle part. Enfin, nulle part, pas nulle part, mais quand même dans plein d'endroits. Enfin, c'est quand même très, ouais, c'est marquant, c'est très différent. Et ouais, enfin, en vrai, moi, je trouvais ça, c'est hyper excitant au moment parce que des fois, tu peux avoir des moments de fatigue et du coup, ce gros nouveau, il te porte. Là, tu as la sensation de l'aventure. La centrale, c'est long. Enfin, ça paraît loin, ça paraît très différent. Enfin, donc ça, c'était un peu dingue. Et en Ouzbékistan, après, il a fait très, très chaud. Moi, j'ai beaucoup souffert de la chaleur, mais après l'arrivée au Tadjikistan, enfin, moi, j'étais euphorique. Et peut-être juste avant de parler du Tadjikistan, moi j'avais noté une anecdote sur l'Ouzbékistan avec une dame que tu as croisée qui t'a offert le thé. Et c'était un moment assez émouvant pour toi, si tu vois ce... Oui, oui. Bah, en fait, c'était pas tant que c'était émouvant qu'à un moment, moi, en Ouzbékistan, j'ai un peu eu l'impression de perdre le sens. Il faisait extrêmement chaud pour situer. J'y étais en août, c'est pas une bonne idée, c'est le désert. Du coup, à des moments, les températures ont atteint les 47 degrés, ce qui est très chaud, en sachant qu'il n'y a pas d'ombre, et que tu fais du vélo sur du bitume. Donc, c'est pas génial. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que mon corps supportait pas si bien la chaleur que ça, et donc que j'étais quand même assez impactée. Et du coup, en réaction, en fait, j'ai eu un peu une angoisse de quand la chaleur tapait, enfin, elle est arrivée, donc je me levais très tôt, je partais très tôt pédaler, avec l'idée d'arriver dans un endroit où je pouvais un peu m'abriter le plus tôt possible dans la journée, donc souvent autour de 10 heures, en fait. Je devais partir autour de 5 heures du matin et m'abriter. Et du coup, et dans le pays pendant le mois d'août, en fait, les gens sont aussi un peu à l'abri, en fait. Donc ça, plus tu es un peu dans le désert. Et comme ça, je passe dans un petit village qui était assez rare. Et il y a cette femme qui me fait signe de m'arrêter. Et je lui fais signe en retour. Et je continue à tracer avec un peu l'angoisse de la chaleur va arriver, la chaleur va arriver. Il faut que je continue. Et puis, je sais pas, j'ai peut-être fait 300 400 mètres. Et je m'arrête et je me dis, mais ça n'a pas de sens. En fait, c'est pas pour ça enfin, que je fais du vélo. En fait, je fais du vélo pour à la fois profiter des instants, des paysages, de rencontrer les personnes. Et du coup, à ce moment-là, autant faire prendre le train, si c'est pour tracer comme ça parce que je subis, ce qui était le cas, autant prendre le train. Et donc, j'ai fait demi-tour, je suis retournée la voir, on a pris le thé, on a mangé une pêche, c'était très sympa. Et après, j'ai repris et c'est comme ça que, en fait, en arrivant à Kiva,
j'ai décidé de pas faire la deuxième longue portion de désert et de prendre le train. Parce que pour moi, il y avait plus vraiment de sens. En fait, c'était juste devenu beaucoup d'inconfort. Et dans d'autres projets et je pense que j'en ferai des comme ça avec une règle de faire que à vélo ou que à pied et tout. Ça aurait eu du sens, mais c'était pas le projet de ce voyage-là. Et du coup, c'était absurde. Et au moins, ça m'a fait réaliser ça que j'avais perdu le sens de ce que j'étais en train de faire. Et aussi, tu dis qu'une leçon de ce voyage, c'était de ne jamais oublier d'être disponible pour le moment présent, en fait. Ben oui, c'est ça. Enfin, là, en fait, j'étais obsédée sur l'idée d'arriver à. Et donc, t'es fermé aux gens. Enfin, il y a un truc ouais, qui, pour moi, était pas agréable. Et je sais pourquoi je me sentais comme ça, parce que vraiment, c'était dur. Mais du coup, bah, c'était cool Enfin, en tout cas, c'était cool là, à ce moment-là de rectifier le tir. Et après, donc comme tu le disais, le Tadjikistan, où là, c'était l'apogée, en fait. Alors, l'apogée dans la douleur, quand même. Mais l'apogée, parce que moi, j'en rêvais depuis longtemps, je pense. Enfin, il y avait ce truc très, très fort et je sais que je l'ai écrit dans mon Instagram c'était pas pour moi. Enfin, c'était un truc de dingue, c'était un truc de ouf, c'était un truc inatteignable. Et en fait, à un moment dans ma vie, je me suis rendu compte que, ben, pas tant. Enfin, je sais pas, genre, en tout cas, sur mon référentiel, plus tant. Mais c'était quand même assez dingue d'y être. Donc, pour situer le massif du Pamir, c'est un massif montagneux qui est un peu à la fin de l'Himalaya et qui du coup est présent entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan et proche de la frontière chinoise. Et donc dans ce massif, donc c'est un massif avec quand même des sommets qui dépassent les 7000 comme le pic Lénine par exemple, et c'est un des massifs assez connus pour l'alpinisme russe. Et du coup, dans ce massif, il y a une route qui est la Pamir Highway, qui aujourd'hui va faire partie des axes des nouvelles routes de la soie. Et donc, cette route traverse ce massif et permet de relier le Tadjikistan au Kyrgyzstan, mais aussi un peu à l'Afghanistan et à la Chine. Et c'était une route très importante avant qui suit les chemins des caravanes pendant les routes de la soie à l'époque. Et donc voilà, elle est très connue par les cyclistes parce qu'elle est incroyable. Le plus haut col de cette route passe à 4600 mètres, 650 mètres d'altitude. Tu roules à des moments sur des plateaux qui sont à 4000 mètres. Donc en fait, pour quelqu'un qui est habitué à une géographie européenne, c'est complètement hors de proportion. Enfin, c'est dur d'imaginer. Et, euh, et c'était incroyable. Alors, c'est dur parce que, bon, le Tadjikistan, du coup, le niveau d'hygiène sur nos standards, diminue. Donc, tout le monde est un peu malade. J'ai croisé aucun cycliste qui n'a pas été malade au Tadjikistan. Donc, parfois un peu, parfois beaucoup. Moi, j'ai perdu 6 kilos en mois. J'ai été à un moment très malade. Je me souviens de pédaler, de vomir à côté de mon vélo, de repédaler. Et à un moment que je ne voulais plus descendre du vélo parce que tant que j'étais sur le vélo, je tenais. Mais quand je descendais du vélo, je devais m'asseoir parce que j'avais plus la force de rester debout. Donc il y a eu des moments un peu durs. Et puis tout ça, tu fais ça en pédalant à 4000 mètres. Côté inconfort, mais en même temps, il y avait ce côté aventure, mais incroyable. Et de paysages incroyables. Donc comme quoi en fait le Tadjikistan ça peut peut-être inspirer l'audience à se dire que des fois peut-être on se dit non ça c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, je vais pas le faire et au final ce que tu as ressenti toi à la fin d'avoir réussi à le faire c'était sans priceless j'ai envie de dire. Oui, mais en plus, je pense que c'était même pas, je me suis jamais dit, je peux pas le faire, enfin, je vais pas y arriver. C'est juste, c'était pas dans mon champ des possibles. C'était plus fort que ça. C'était même pas. Une fois que je me suis dit que j'allais y aller, j'ai pas douté de ma capacité physique. Désolée, c'est prétentieux dit comme ça, mais de le faire. C'était plus en termes de représentation de ce qui est pour nous ou pas pour nous. Bah, c'était pas dans mon champ des possibles. Ok donc oui ça va même au-delà, c'est vrai que excuse-moi je l'ai mal formulé Non, mais mais ouais, c'est pas que tu l'as mal formulé, mais je pense que c'est encore, enfin, c'est assez important cette différence parce que ça touche à l'autocensure plus qu'à un manque de confiance. Enfin, ouais, c'est ça. Donc en fait, il faut ne nous autocensurons pas. Il faut rêver grand. Et justement, là, après, tu arrives en Chine et tu ressens
énormément de joie, de nostalgie, de fierté. Et en fait, tu expliques que tu sais pas si tu as envie de hurler ou de pleurer. Tu te dis, mais est-ce que c'est ça en fait de réaliser un rêve? Et il y a cette espèce de saturation émotionnelle. Ouais, bah c'est. Bah, il y avait un truc un peu fou de se dire, bah, ok, j'ai dit que j'irais en Chine à vélo, et puis ça y est, je suis allée en Chine à vélo, ça paraît un peu absurde, et en même temps très très concret. Une fois que t'es dedans, tu croises plein de gens qui le font, enfin, c'est hyper normalisé, mais du coup, c'était dingue. En plus, l'arrivée par la route par laquelle je suis arrivée en Chine, c'était incroyable en termes de paysage. Je pense que c'est vraiment l'endroit le plus beau où j'ai roulé. Donc, il y avait ça, ce truc de, bah, je l'ai fait, enfin, de grosse satisfaction. Et en même temps, moi, j'étais extrêmement triste parce que j'avais pas encore totalement, je savais que j'allais sûrement continuer, mais en vrai, c'était un peu, c'est très dur, en fait, quand tu réalises un rêve parce que souvent, alors t'en as d'autres après, mais quand même, les gros rêves qui prennent beaucoup de place, il faut un petit peu de temps pour qu'il y en ait d'autres qui viennent remplir le vide. Et donc, moi, j'ai ressenti, j'étais triste aussi, un peu un immense vide de ok, et enfin une envie, enfin vraiment à la fin d'y aller à reculons, quoi, de prolonger, que ça s'arrête pas, enfin, et tout ça dans un état émotionnel de fatigue intense et d'un moment d'intensité, parce que le Tadjikistan c'était très intense. Donc j'arrivais, c'est vrai que c'était un moment très fort, et encore une fois sur le voyage en solo, à ce moment-là, j'avais la chance d'être accompagnée de 3 cyclistes que je commençais à bien connaître quand même. Et je pense que ça aurait été un peu dur d'être toute seule. Enfin, j'ai vécu des moments intenses dans des voyages en étant seule, et puis en fait, ça se fait très bien aussi, mais c'était très cool de pouvoir le partager, le célébrer. Enfin, si je compare avec mon arrivée à Tokyo, qui était mon dernier jour de voyage, je suis arrivée toute seule, un peu dans le noir de la nuit qui tombait, et puis en fait, il s'est rien passé. Enfin, il s'est rien passé, oui. Enfin, il y avait ce truc de j'étais arrivée et voilà. Et du coup, t'as personne avec qui en parler. Donc là, c'était cool d'être aussi accompagnée, de pouvoir un peu être là, genre, waouh, on est en Chine, quoi. Et, collectivement. Et donc là, tu mentionnais le Japon, parce qu'en fait, une fois arrivé en Chine, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu t'es dit, je rentre comment? Alors, en réalité, mais ça, je l'avais pas dit ni à mes parents ni à personne. Enfin, moi, quand je suis partie, j'avais un peu l'envie de pas arriver qu'en Chine. J'avais un peu l'idée dans ma tête que j'aimerais bien arriver en Martinique. Et du coup, pour arriver en Martinique, donc sans prendre l'avion, ça c'était un critère non négociable. Enfin, ça n'avait pas de sens si je prenais l'avion. Du coup, j'avais envie de continuer en tout cas, et c'était pas le bon moment pour moi de m'arrêter. Donc, je me suis dit, bah, ok, Corée-Japon, et je vais chercher un ferry depuis le Japon, pas un ferry à un port-conteneur ou quelque chose, ce que j'ai essayé de faire, et j'ai pas trouvé de bateau. Et comme j'ai pas trouvé de bateau, j'ai décidé de rentrer sans avion, donc de rentrer par le transsibérien. Mais il y avait quand même l'envie, et au final, ça s'est fait assez. J'avais pas de regrets, ça serait une autre aventure. Du coup, je viens de Martinique, et donc ça faisait sens pour moi d'y arriver, d'y aller sans avion, comme ça, à la fin d'un long voyage. Mais, euh, mais oui, voilà, du coup, j'ai décidé en Chine de prolonger un petit peu parce que je sentais que j'avais pas totalement fait le tour. Et après, en fait, en Corée, ça a été un petit peu particulier comme énergie. J'ai commencé à évoquer le fait que je pourrais peut-être rentrer pour les fêtes. Et une fois que j'ai commencé à le dire, cette idée, elle a pris beaucoup de place. Et donc il y avait un peu cet objectif. Donc, j'ai pédalé jusqu'à Tokyo, et je suis rentrée en train avec, un peu au pas de course. Je suis arrivée en France le 23 au soir, le 23 décembre au soir, pour être dans les temps pour Noël. Parce que tu as pris le transsibérien, ça aussi, ça aurait pu être un épisode de podcast à part en soi, mais est-ce que tu veux bien nous en toucher quelques mots sur cette aventure du transsibérien? Bah, c'était vraiment très chouette. Je pense que rentrer doucement, c'était une des meilleures décisions que j'ai prises, parce que ça permet vraiment d'avoir le temps de rentrer, d'avoir le temps de se rendre compte qu'on rentre, que ça soit moins violent. Et le transsibérien en lui-même, donc le transsibérien en décembre, donc en hiver, enfin, moi j'adore. Du coup, je disais, mes proches pourraient me décrire comme quelqu'un de calme. Moi, j'aime bien les moments suspendus où on ne fait rien.
Enfin, je suis assez partisane de la décroissance au sens très large aussi, de décroître nos activités. Je ressens pas le besoin d'être tout le temps occupée, tout le temps en action. Enfin, et le train, c'est un formidable espace pour faire ça sans culpabiliser. Et du coup, moi, j'ai un souvenir d'un espèce de cocon où bah, le matin, tu te réveilles. Il y a ce qu'on appelle le mal du transsibérien, c'est que c'est un train qui dure 7 jours pour relier Vladivostok à Moscou. Et en 7 jours, je crois qu'on passe 8 fuseaux horaires. Et donc, on passe à peu près un fuseau horaire ou deux par jour. 8 ou 9 fuseaux horaires, on passe. Et donc, c'est très perturbant parce qu'on est tout le temps dans un espèce un peu de temps confus, même s'il y a des marqueurs pour essayer de se repérer. Et c'est très calme. Les Russes, enfin, c'est des espaces très bien tenus, à la fois familiaux, mais en même temps très calmes. Et vraiment, moi, j'avais l'impression d'être dans du coton avec ces paysages sibériens sublimes par la fenêtre. J'ai fait une halte à Irkoutsk pour aller voir le lac Baïkal, qui était aussi un petit peu un rêve. Mais un peu en coup de vent, d'ailleurs, c'était un peu en coup de vent, c'était du bonus rapide, et ouais, et ce train, bah, moi, en fait, j'essaye, bon, avec une rigueur très, très mauvaise, mais d'apprendre le russe. Moi, j'adorerais retourner en Russie ou dans l'espace post-soviétique. Parce que bah, dans un contexte aujourd'hui géopolitique très compliqué, mais quand on est d'humain à humain, c'est moins compliqué que la géopolitique déjà. Et c'est vrai que le train, il emmène les jeunes hommes au front. C'était assez dur de voir ça parce qu'il y avait vraiment des bataillons de garçons prépubères, enfin, j'exagère, mais beaucoup trop jeunes qui prenaient ce train en treillis militaire. Et ça, tu peux pas l'ignorer quand tu es dedans. Mais en même temps, enfin, il y a eu un gars donc j'ai fait la première portion, il y avait deux cyclistes avec moi, et la deuxième portion, j'étais toute seule. Et sur la première portion, du coup, il y a un gars, un Russe, qui nous a donné un saumon fumé énorme, des œufs de saumon, qui nous a montré plein d'images d'ours qui chassaient ou de choses comme ça en Sibérie. Sur la deuxième portion, j'étais toute seule, il y avait un couple assez âgé en face de moi. Du coup, évidemment, on a du mal à communiquer, mais du coup, on a passé 3 ou 4 jours en fait en promiscuité. Et quand je suis arrivée à la gare de Moscou, il était très tôt le matin, donc je vais dans une des cafettes de la gare prendre un café. Et eux aussi étaient là. Et le monsieur, quand ils sont partis, il est venu et il m'a fait un câlin, un hug, et il est parti et tout ça sans mots. Et c'est pareil, c'est peut-être pas les représentations qu'on a de la Russie. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé beaucoup de douceur, enfin, aussi. Et ouais, et c'est un très beau souvenir, en tout cas. Et tu vois, moi, j'imagine tellement, voilà, un train qui va pas trop vite, comme tu dis, cette atmosphère un peu cosy, de voir la neige tomber dehors, d'imaginer les gens avec des gros manteaux, des gros bonnets. Est-ce que c'est un peu ça, du coup? Alors, alors c'est marrant parce que du coup, les gros manteaux, c'est dehors. Quand tu rentres dans le train, tout le monde se change, se met en tongs, enfin, en espèce de claquette, en jogging pour être confortable. Ah bah, c'est 7 jours dans un train, quoi. Et du coup, le train s'arrête sur les gares, il y a des gares où il s'arrête genre 5 minutes et il y a des gares où il va s'arrêter 2 heures. Donc, les gares où il s'arrête longtemps, tu peux aussi sortir, manger par exemple dans la cafétéria de la gare ou aller acheter quelque chose dans le petit supermarché de la ville où il s'est arrêté. Et puis après, tu as des arrêts de 15 minutes où globalement les gens qui fument sortent fumer. Et c'est très marrant parce qu'ils sortent fumer en short et en claquette des fois alors que il fait -15, -20, on est en Sibérie en décembre, quoi. Et moi, j'ai adoré, j'ai pris des photos que je trouve extraordinaires de ces postes cigarettes avec des personnes pas couvertes, pas suffisamment couvertes. Et ouais, donc c'est vraiment une atmosphère particulière. À la fois ces arrêts, il y a le wagon-bar. Sur la première partie, il y a le cycliste qui était là, il avait emmené un échiquier, du coup, il avait l'échiquier posé, et en fait, il y a des gens qui s'arrêtaient, qui s'asseyaient, qui faisaient une partie d'échecs avec lui, puis ils repartaient. Enfin, il se passe plein de petites choses, et en même temps, il se passe rien aussi. Et du coup, tu te réveilles, il fait nuit, il fait jour, parce que de manière, c'est la Sibérie en décembre, donc il n'y a pas beaucoup de jours, que tu sais pas trop où tu es, et tu bois ton petit café, comme ça, enfin, ouais, c'est un espace-temps particulier. Et en tout cas, c'est vraiment le type d'espace-temps où je trouve qu'on a besoin quand on revient de 14 mois de voyage où il s'est passé beaucoup de choses. Je comprends, ça t'a permis de revenir en douceur parce qu'après, donc, tu es arrivé à Moscou, tu as pris un train pour Saint-Pétersbourg, tu es parti ensuite enfin, tu as pris la direction, pardon, de l'Estonie, ensuite un bus pour Berlin, où là, tu as traversé donc Estonie, Lituanie, Pologne, Allemagne, et après un bus pour Montpellier, et tu es arrivé pour faire la surprise à tes parents qui n'ont pas tout de suite compris.
Est-ce que Non. tu veux bien nous expliquer pourquoi? En fait, donc, ils savaient quand même que je rentrais, mais j'avais été un peu vague. Je crois que je leur avais dit que je rentrais 2 jours après. Enfin, et du coup, je suis arrivée. Ma sœur et son compagnon m'ont récupérée au milieu des Cévennes. Mes parents habitent au milieu des Cévennes. M'ont récupérée là et on arrive. Et du coup, je rentre. Donc, déjà, mon père sort de la maison et je sors de la voiture et il commence à me parler tout naturellement avant de comprendre que je n'étais pas ma sœur, qui est ma sœur jumelle, que c'était moi. Donc déjà, ah ouais, ok. Et puis je rentre dans la maison avec mon neveu, voir ma mère, et pareil, elle me parle pendant peut-être 2 minutes avant de se rendre compte que je n'étais pas ma sœur. Donc voilà, c'était un peu marrant. J'adore cette anecdote, merci de, de nous la partager. Donc là, je suis désolée, j'ai l'impression qu'on a tellement accéléré, et j'aurais tellement aimé rentrer dans plus de détails, mais merci de nous avoir livré cette aventure dans sa totalité. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire quand... Alors j'imagine que ça va être compliqué de choisir, mais quand tu repenses à ces 14 mois, est-ce qu'il y a des paysages qui te reviennent plus que d'autres? Bah, les montagnes du Pamir, enfin les plateaux à 4000 mètres, vraiment, parce que je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Et la neige, enfin moi c'est un truc, au final j'ai pas eu assez de neige par rapport à ce dont j'avais envie. Mais du coup, les fois où il a neigé, je dirais ça. La neige, mais les plateaux du Pamir. Et une question que j'avais posée à Gus aussi, est-ce que tu as eu une bonne surprise en termes de pays que tu as traversé, que tu as découvert, ou tu pensais pas que ça soit une belle surprise, j'ai envie de dire? Bah, le Japon. Euh, Moi, alors, le Japon, c'est pas un pays que je connaissais, c'est pas un pays qui m'attirait particulièrement. Et en fait, j'ai été extrêmement bien accueillie au Japon. Alors déjà, tout a été découvert parce que j'avais pas d'imaginaire associé. Et donc, j'ai été très surprise de voir que c'était un pays volcanique avec des montagnes, etc. Enfin, genre incroyable. Et enfin, les paysages sont très, très beaux. Mais aussi les Japonais, en fait. Moi, on m'a offert plein de cafés. J'ai eu la chance de faire du stop aussi pour redescendre après de Tokyo sur le sud du Japon. Il y a une dame qui un jour est venue sur mon bivouac me dire tu veux faire un onsen avec moi? Elle m'a emmenée en voiture faire un onsen. Enfin, j'ai eu tous ces moments de partage, en fait, comme dans tous les pays du voyage, parce que c'est hyper universel et je sais pas pourquoi j'avais l'impression que ça n'arriverait pas au Japon, que ça serait froid, distant, compliqué. Et en fait, ça l'a pas été. Et du coup, je pense que ça a été la bonne surprise, ouais. J'allais te demander aussi, tu as fait l'expérience de plein de cultures différentes. Est-ce qu'il y a une culture qui t'a peut-être plus marqué que d'autres? Je sais pas, mais sur un point culturel, en tout cas pas la culture dans son intégralité, j'ai adoré expérimenter une convivialité qui peut ressembler à celle qu'on a en France, mais sans alcool en Turquie. Le fait d'avoir vraiment des espaces où tu discutes assez tard le soir, enfin, c'est quand même, je pense, un pays où il y a cette forme de convivialité qui peut être proche de ce qu'on expérimente en France, mais sans alcool. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant à voir, observer, et qui m'a beaucoup questionnée. Et peut-être en nourriture, est-ce que tu as eu un coup de cœur Alors, je dirais la Géorgie, parce que, alors, si je dois dire 3 plats, une espèce de fondue au fromage qui est un truc du peuple laz, du coup que j'ai expérimenté en Turquie, mais proche de la frontière géorgienne sur la côte de la mer Noire, et qu'en fait est issu des peuples caucasiens. L'Iskander, non, je, je crois que c'est l'Iskander kebab, un espèce de kebab que j'ai mangé à Bursa avec une sauce au beurre incroyable. Et bon, le bourrek des Balkans. Mais la Géorgie, pour moi, ça a été un super moment culinaire parce que je suis plutôt type crème, fromage, bien lourd, moins cuisine méditerranéenne. Et là, en arrivant en Géorgie, c'était la fête. Bon, évidemment, la restauration japonaise est extrêmement fine, plein de saveurs, très subtiles. Mais quand tu fais du vélo, en vrai, un ketchup géorgien, c'est quand même un gros plaisir. trop bien. Donc là, ça fait 9 mois que tu es rentrée. Comment tu te sens? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a encore des bribes de voyage? Tu les racontes comme si c'était encore hier. Il y a des étincelles dans tes yeux quand on parle de certaines portions du voyage. Comment tu te sens? Quelle est la suite? Est-ce qu'il y a une suite? Voilà, est-ce que tu peux nous livrer ton état d'esprit? Mais là, je me sens
vraiment bien par rapport à ce voyage. Quand je suis rentrée, il a fallu un petit peu de temps. J'ai eu un retour beaucoup plus facile que ce que j'imaginais, mais où c'était encore très vif. J'avais des souvenirs du voyage qui parfois me prenaient et généraient des émotions fortes, un peu de nostalgie et pas toujours très agréable, même si c'était des beaux souvenirs. Et là, c'est plus le cas. Et j'espère que ça restera vif en sens où je pourrai m'en rappeler et que ça restera des très beaux souvenirs, mais c'est très apaisé. J'ai l'impression que c'est très fini. Enfin, et pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Enfin, du coup, quand je suis revenue, j'ai mis du temps. Enfin, pendant longtemps, j'avais vraiment envie de repartir longtemps, très vite. Et là, cette envie, elle a aussi disparu. J'ai toujours envie de partir. J'ai des projets vélo, non vélo et tout. Et j'adore passer du temps dehors et l'idée. Mais j'ai des envies. J'ai beaucoup d'envie de continuer à passer du temps dehors et à faire des projets, mais plutôt des choses qui ne créent pas rupture dans mon quotidien, ce dont je parlais. Et ça, ça, je pense que c'est le fait d'avoir pris le temps de rentrer qui le crée. Et donc, en fait, je suis assez contente. Et j'essaye toujours d'écrire un livre sur ce voyage. Et je pense que là, ça commence à être le bon moment parce que c'est digéré. Mais du coup, j'ai monté un film sur le voyage et ça a été assez thérapeutique. Enfin, de revoir les images, un petit peu la thérapie par l'exposition, quoi. Et c'était cool aussi de trouver, de résumer ce que j'avais envie d'en dire. Et je pense que dans un an, j'aurai sûrement d'autres choses qui me reviendront différemment, mais bon, là, je me sens assez apaisée et trop chanceuse d'avoir vécu cette expérience, trop chanceuse qu'elle continue, en fait, d'une certaine façon, dans les moments de partage sur les festivals, dans les rencontres que ça a permis avec d'autres gens dans ces festivals, par exemple, extrêmement passionnés et tout. Et c'est trop bien, enfin, de se nourrir aussi des folies des autres. Donc voilà. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil, un message en particulier que tu aimerais faire passer aux auditeurs et auditrices à la fin de cet épisode? Euh, J'aurais envie de dire, parce que des fois, ça peut être culpabilisant d'entendre des témoignages comme ça, que, en fait, c'est pas grave si vous rêvez pas de partir voyager pendant un an à vélo ou quoi. Peut-être que ce qui est un peu, pas grave, mais peut-être un peu triste, c'est si vous y rêvez et que en fait, vous osez pas pour plein de mauvaises raisons. Donc, si c'est le cas, allez-y, et puis vous comparez pas, en fait. Mais en gros, on n'est pas obligé de partir au bout du monde pour être heureux dans la vie à vélo, même si ça rend très heureux. Par contre, si on en rêve, faut foncer, quoi. Encore merci pour tout, Elaïs, c'était passionnant. Merci pour tout ce que tu as pu transmettre à l'audience. Et puis écoute, on a hâte de suivre la suite de tout ça. Et personnellement, je me dis, si tu écris un livre, tu sais que je serai une des premières à le lire. Donc encore merci à toi et à bientôt. À bientôt et merci beaucoup m'avoir laissé l'opportunité d'échanger sur ce voyage et de me replonger 9 mois après dedans. Mais c'est ça qui est trop bon, là, tu vois, je vois que t'as les yeux qui pétillent, moi, ça va peut-être débloquer des choses, je sais pas, parce que vraiment, je t'admire, c'est incroyable comme expérience, donc encore bravo, et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de vous évader et de vous ressourcer. J'ai besoin de vous pour que l'aventure Good Visa continue. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée afin de suivre les nouveaux épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis et même en parler autour de vous. Il y a aussi le compte Instagram Good Visa Podcast, tout attaché, que vous pouvez suivre où je poste régulièrement des photos et des vidéos pour illustrer les épisodes. Ça me touche énormément quand je reçois vos retours, alors vraiment n'hésitez pas à me faire un mot. Merci à vous, à bientôt.